Voici l'histoire d'une grande expérience, une épreuve de force entre la science moderne et un fléau millénaire. Les contrées ravagées par la malaria sont des points noirs sur la carte du monde. Et c'est une de ces contrées que les hommes ont choisi comme champ d'expérience. Une terre isolée, hantée par la malaria depuis des temps immémoriaux, l'île de Sardaigne. Là demeure un peuple antique et fier, un peuple qui, siècle après siècle, a toujours lutté pour son existence. Dans leur petit village, les Sardes vivent les uns contre les autres, rassemblés par leurs vieilles superstitions et aussi par la crainte du banditisme. Des fils tout simples tissent la trame de leur vie. La naissance, la mort, l'artisanat ancestral, la force que donne la foi religieuse et les épreuves communes. Le sol qu'ils cultivent est dur, ingrat. La Sardaigne est une des terres les plus pauvres de toute l'Italie. Mais ceux qui y sont nés ne songent pas à la comparer à des terres plus fertiles, puisqu'ils ne connaissent du monde que leur île natale. Pourtant, elle a bien changé, leur île. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, elle était couverte de forêts verdoyantes, mais on a déboisé. Des pluies torrentielles sont tombées, entraînant la glèbe vers les fleuves, puis le vent a balayé les derniers grains de terre. Aujourd'hui, sur cette île impitoyable, la lutte pour la vie est plus âpre que jamais. Quand les gens sont pauvres, leurs enfants sont faibles et maladifs. Sous-alimentation, tuberculose, dysenterie, tels étaient les diagnostics courants. Mais il y avait surtout la malaria qui brisait la possibilité de résistance de l'enfant. Sur 2 enfants nés dans l'île, au moins un mourait avant d'avoir appris à marcher. Chaque printemps ramenait la malaria, avec ses frissons et sa fièvre. Et quand on la sentait venir, il fallait bien se mettre au lit. Des milliers d'hommes étaient trop malades pour travailler. La vie déserta la Sardaigne. Les oranges pourrirent dans la province du Campidano. Les vignes de Dorgali s'étiolèrent, faute de soins. Les barques de pêche de Cabras restèrent à sec sur la plage. Au barrage de Flemendosa, qui devait fournir l'eau et la force motrice à l'île tout entière, personne ne travaillait plus. Chaque année, la malaria revenait, comme reviennent les vents d'ouest et les fleurs sur l'amandier, comme si c'était Dieu qui l'envoyait, et non le diable. La malaria, le mauvais air. Mais le mal ne venait pas de l'air. Il venait des eaux silencieuses, des lacs paisibles des montagnes, des marais verts, des perfides marécages. C'est dans l'eau que se cachait la mort. Ces larves qui chaque saison sortaient des œufs étaient encore inoffensives. La pupe qui naissait de ces larves était inoffensive elle aussi. Mais de la pupe naissait une petite chose, plus petite qu'une mouche, une chose qui pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants signifiait la maladie et la mort. Le maître de l'île était un moustique. Avec des ailes toutes neuves, les moustiques s'envolaient vers les habitations des hommes, se cachant dans les coins en attendant le lever et le coucher du soleil.
car l'aube et le crépuscule sont les heures où ils cherchent leur nourriture, le sang humain. En se nourrissant sur les malades, ils contaminaient les bien portants. Des ailes minuscules étendaient sur une île entière l'ombre de la mort. Ce fut en 1946 que des hommes étrangers au pays débarquèrent en force à Cagliari, capitale et port principal de la Sardaigne. Ils commencèrent par installer leur bureau et leur quartier général. Leur organisation s'appelait ERLAS, abréviation du nom italien qu'ils trouvaient un peu long et qui signifiait Organisation régionale pour la campagne anti-anophélienne en Sardaigne. Leur chef était le docteur John Logan de la Fondation Rockefeller. Il avait sous ses ordres une véritable armée internationale composée de techniciens ayant fait leurs preuves aux quatre coins du monde dans la lutte contre la malaria. Dans le port affluèrent du matériel et des approvisionnements. L'UNRWA finança l'expédition en donnant plus d'1 milliard de francs, des jeeps, des camions, du DDT à plein vaisseau. Les spécialistes s'affairèrent pour recruter une petite armée locale dans tous les métiers et dans toutes les classes. Notaires, instituteurs, étudiants, cultivateurs. Leur tâche était d'anéantir chaque moustique porteur de malaria dans la Sardaigne entière. Alors, dans chaque ville et dans chaque village, ils expliquèrent aux habitants le sens de la bataille qui allait se livrer. D'un côté, un meurtrier minuscule mais en nombre incalculable, de l'autre, la science et le peuple de Sardaigne. Et c'est ainsi qu'ils partirent au combat, de Sassari au nord à Teuladà au sud, aussi bien qu'à Goni, à Gara, à Assouni et à Villanova, partout, dans les villes, dans les villages, et jusque dans les moindres hameaux où régnait la fièvre. Ce fut une étrange invasion que regardait passer un peuple calme et résigné, un peuple auquel son destin avait appris à espérer beaucoup et à n'attendre que peu. Certains croyaient difficilement à cette histoire de moustiques, mais ils nous ouvraient leurs portes, ce qui pour nous était l'essentiel. Car c'est à l'intérieur des maisons que se trouvaient les moustiques adultes qui s'étaient mis à l'abri pour l'hiver. Avec du DDT, on vaporisa chaque habitation, chaque pièce, chaque bâtiment de ferme et chaque hangar. On en vaporisa des milliers. Afin d'établir un contrôle, on marquait à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments la date à laquelle le travail avait été effectué. On désinfecta les églises, les tours, les beffrois, les ponts, les murs et les moindres cahutes. On alla même jusqu'à vaporiser des ruines, vides de toute existence depuis des siècles, vides de tout, sauf de moustiques. Les constructions trop hautes reçurent un traitement spécial à l'aérosol qui projetait un brouillard de DDT jusque dans les recoins les plus inaccessibles. Vers la fin de février 1948, on avait aspergé ainsi toutes les maisons, tous les édifices bâtis par la main de l'homme sur cette île qui compte 1 200 000 habitants. Le sort des moustiques adultes était réglé, mais dans les eaux, la nature continuait son œuvre, créant la vie pour propager la mort. Un moustique épargné peut se reproduire au centuple. Les œufs deviennent des larves, les larves des pupes, les pupes des moustiques. Dans les eaux, c'est un cycle sans fin. Pour mener la guerre contre les larves, on divisa l'île en régions. Les régions en divisions. Les divisions en sections. Les sections en districts.
Les limites en furent indiquées avec précision pour que chaque combattant sache reconnaître le secteur dont il était responsable. Cette tâche fut accomplie surtout par la population locale sous les ordres des chefs de district. Chacun d'eux avait une équipe composée d'hommes qui connaissaient à fond leur pays. Du poste de commandement établi dans la ville ou le village le plus proche, le travail était organisé d'avance sur la carte. Du dépôt local, chaque homme recevait ses munitions, du DDT dissous dans l'huile en quantité suffisante pour la besogne d'une journée. À partir de ce moment, chacun travaillait seul. Les larves, bien qu'elles vivent dans l'eau, ont besoin de respirer à la surface. Par des vaporisations d'une impalpable émulsion d'huile, on porte sur toute la surface des eaux le mortel DDT. Chaque larvicide, comme on l'appelait, devait une fois par semaine vaporiser tous les lieux de reproduction connus dans son secteur. Les mares, les cours d'eau, les canaux, les marais. Derrière les larvicides venaient des escouades d'information chargées de vérifier si le travail avait été fait à fond et de détecter les lieux de reproduction non encore découverts. Au fur et à mesure que les rapports parvenaient du champ de bataille, un fait devenait terriblement évident. Bien que le nombre total des larves eût considérablement diminué, il en restait encore beaucoup trop. Il y avait des poches de résistance dans les endroits les plus inattendus. Pour traiter les vastes étendues marécageuses, on utilisa l'avion qui projetait du DDT par aérosol. Mais malgré des vols 100 fois répétés, le DDT ne parvenait pas à pénétrer dans la masse des roseaux. Les montagnes, elles, présentaient des difficultés d'un autre genre. Certains foyers de reproduction profondément enfoncés sous des arbustes touffus, recouverts et envahis par les ronces, étaient difficiles à atteindre, souvent même impossibles. Les larvicides n'avaient pas une tâche aisée. De tous les centres régionaux, de ceux des marais comme de ceux des montagnes, on recevait des rapports identiques. Difficultés inattendues, obstacles apparemment insurmontables. On s'aperçut alors que la tâche était encore plus gigantesque qu'on ne l'avait envisagée. Il fallait prendre une décision radicale. Si l'on voulait réussir, il fallait assainir chaque goutte d'eau sur les milliers de kilomètres carrés de l'île. En juillet 1948, pour venir à bout de cet immense programme, on obtint du plan Marshall 1,5 milliard de francs qui vinrent s'ajouter aux fonds déjà reçus. Plus d'argent, plus de matériel, plus d'hommes. Il en vint par centaines et en septembre 1948, l'Airlas était une véritable armée. Elle comptait 32 000 hommes. Sur toute la surface de l'île, ils se jetèrent dans la bataille, bêchant, creusant des tranchées, brûlant, asséchant les marais stagnants, les marécages de Tortoli, de Siniscola et de Porto Torres. En même temps, sur les montagnes du Limbara et de Sulcis, ils sabraient les fourrés pour dégager les mares et les ruisseaux. Ils déplaçaient les rochers pour permettre aux eaux d'emporter les larves. Derrière cette armée venaient les contrôleurs, seuls ou en groupe, parcourant le pays, vérifiant patiemment tous les foyers de reproduction possibles. Des escouades inspectaient, fouillaient les collines, neutralisant la moindre flaque d'eau. Ils fouillèrent systématiquement des kilomètres de côtes désertiques. Les pentes du haut Gennargentu, les moindres replis de terrain. Pour eux, rien n'était trop loin, rien n'était trop difficile.
Et évidemment, cette guerre eut ses bonnes histoires. Un jour, un contrôleur accomplissait sa besogne quotidienne et s'assurait de la disparition des larves dans un district que nous ne nommerons pas. Il recueillit des échantillons, un peu d'eau par-ci, un peu d'eau par-là, pour s'assurer que le travail avait été soigneusement mené. Et dans une mare, il trouva ce qu'il n'aurait pas dû trouver. Il porta sa trouvaille au quartier général du village. Certainement, quelqu'un allait avoir des ennuis. Le contrôleur s'adressa au chef, le chef s'adressa au commandant se montra bien décidé à prendre des sanctions. Quand tout à coup il découvrit que les échantillons venaient de son propre marais. Ce fut un beau vacarme. Quoi qu'il en soit, quel est le bilan du travail accompli après 3 ans d'efforts? La malaria a été traquée partout. Mais a-t-on réussi à exterminer totalement son principal agent propagateur, ce moustique qui depuis des siècles a fait tant de ravages en Sardaigne? La science ne se satisfait pas de vaines paroles. Mais on peut affirmer que le succès est en vue et que cette expérience nous a appris beaucoup de choses qui seront d'un grand secours pour la lutte contre la malaria dans le monde entier. Dans un village de Sardaigne, par une chaude journée de printemps 1950, Angelo, le garde champêtre, descend sur la place. Il sourit comme toujours quand il sait quelque chose que les autres ne savent pas encore. Mais cette fois, la nouvelle justifie bien son sourire. Il annonce que depuis une année entière, il n'y a pas eu un seul cas de malaria dans toute la province. Ce jour-là, ils ont dansé les danses d'autrefois. Ils ont dansé non seulement pour eux, mais pour toute la Sardaigne. La pauvreté subsiste dans l'île, c'est vrai, mais maintenant les hommes sont assez forts pour la combattre. Ils peuvent lutter. Hommes et machines peuvent travailler dans le Campidano. Les marécages seront asséchés et transformés en terre fertile. Le barrage sur le Flemendosa est terminé et beaucoup d'autres grands projets sont en cours d'exécution. Un pays pauvre et un peuple pauvre, mais un peuple plein d'un espoir nouveau. Le mauvais air, la malaria, a disparu. Aujourd'hui, commence une nouvelle aventure en Sardaigne.